Et on va commencer sans tarder avec Émilie Chevalier, qui est maîtresse de conférences en droit public à l'Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques à l'Université de Limoges, dans la région. Et donc, vous allez nous parler aussi de médiation, on en a parlé un peu ce matin, un petit peu différemment, et de dispositifs juridiques et autres qui permettent aujourd'hui de cultiver autrement les relations entre recherche et décision publique. Je vous laisse la parole. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux organisateurs, organisatrices de cette journée de m'avoir convié pour intervenir. Alors, je vous préviens, hein, ça va être beaucoup moins drôle que la session précédente et il va faire beaucoup plus chaud. Donc là, il va falloir évidemment s'accrocher un peu. Donc, en fait, vous voyez, le titre de mon intervention a vaguement évolué depuis la formulation qui avait été retenue sur le programme. J'ai ajouté « et autres » parce qu'en effet, initialement, la commande était plutôt de parler de mes recherches, puisqu'en effet, le focus de cette journée porte sur les sciences humaines et sociales. Mais en fait, j'ai voulu aussi tirer profit de cette journée pour vous présenter quelques activités de médiation scientifique que j'ai aujourd'hui à titre ou à un autre, et parce que je pense qu'en fait, une question majeure aujourd'hui pour le chercheur, c'est justement quel est son impact, quel est son rôle dans la société, mais surtout en effet son impact, son effet sur la décision publique, et comment est-ce qu'on peut construire des voies d'interaction donc entre chercheurs, je parle même pas de recherche en fait, vraiment de chercheurs et décideurs, parce qu'il me semble que ce sont d'abord que l'enjeu est la construction de relations interhumaines en fait, plus que interinstitutionnelles entre deux types d'activités. Donc je vais d'abord dire quelques mots peut-être sur alors ça ne marche jamais quand on s'y met vraiment. Voilà. C'est à droite, hein. Tout à l'heure, ça marchait très bien, hein, on tient à le dire. Hop, merci. C'est parfait, merci beaucoup. Donc quelques mots avant de commencer, et pour expliquer pourquoi est-ce que mon intervention va avoir deux objets. Je voudrais expliquer ce qu'on fait quand on est chercheur en droit. Et donc là, alors sans prétendre faire la même chose que le bon prédécesseur, y a-t-il des juristes dans la salle? Voilà. Donc j'en étais tout à fait sûre, hein. Enfin, j'espérais qu'il y en ait deux, trois, des chercheurs ou peut-être des juristes, en effet, en institution. Et en fait, c'est assez intéressant parce que dans ce type de réseau, et c'est assez classique, hein, finalement, déjà les sciences humaines et sociales, on le sait, sont moins représentées. Et parmi les sciences humaines et sociales, les juristes peu, en tout cas, ou pas, voire pas du tout, parce que la société, d'une manière générale, a du mal à comprendre ce que c'est que de faire de la recherche en droit. Voilà, la sociologie, on arrive à peu près à percevoir. Voilà, sciences de l'information, économie, bien sûr, hein, puisque il y a une dimension un peu prédictive de certains modèles. Mais alors la recherche en droit, c'est-à-dire que très globalement, on considère qu'on ne fait que lire la loi et que finalement l'expliquer, quoi. Notre rôle serait donc pas vraiment d'être chercheur, mais d'être vulgarisateur, et donc juste d'amener dans des termes un peu plus pédagogiques de ce qu'est le droit. Alors c'est vrai que ça c'est une partie notable de ce qu'on peut faire quand on est chercheur en droit, mais souvent moi ce que j'explique c'est quand on est chercheur ou chercheuse en droit de l'environnement, on sauve des vies en fait, hein, tout autant que les médecins, les chercheurs en médecine qui travaillent sur des vaccins ou autres. C'est-à-dire que quand vous vous efforcez à construire des principes de droit de l'environnement, comme le principe de précaution ou encore le principe de non-régression, vous œuvrez bien en fait à la perpétuation de l'âme humaine dans son écosystème, ou en tout cas dans un écosystème habitable. Et donc ça, c'est un pan qui est traditionnellement ignoré. Voilà, on serait vraiment que des glossateurs en fait du droit. Et donc très clairement, en fait, quand on fait de la recherche en droit, on réfléchit à comment la norme construit la société ou comment la société produit la norme. Et donc, ce qu'on oublie souvent, en fait, quand on fait du droit ou quand on voit le droit de l'extérieur, c'est que s'il y a un truc qui n'est pas technique, mais qui est éminemment politique, c'est le droit. Le droit, ça n'est que politique. Et évidemment, quand vous l'avez vu au jour le jour, vous ne voyez que les réglementations et que la contrainte technique, en fait, qui va avec cette réglementation-là. Non, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre le sens de la règle. C'est de comprendre quelle société on va construire, en fait, avec l'émergence de ce type de règles, ou justement, quelles règles devraient être définies pour construire un autre type de société. Et donc, dans un contexte de transition, les recherches sont particulièrement fascinantes et intéressantes parce que
en fait, l'idée de base, c'est comment penser la transition, comment penser l'organisation de la vie, la régulation des activités humaines dans un monde à plus de 3, 4 degrés, alors qu'on continue de penser dans le système actuel, en fait, qui évidemment n'a pas du tout été taillé pour envisager ces questions-là. Donc forcément, la période de transition est complètement disruptive de nos cadres institutionnels, nos cadres réglementaires classiques, et nous oblige non pas à adapter en fait la règle de droit, à dire allez, il y aura quelques petites exceptions, on va mieux prendre en compte l'impératif environnemental, etc. Non, il faut que la règle de droit bouge pour finalement traduire un nouveau mode de pensée. Parce qu'en fait, de toute façon, sinon, le droit va toujours bloquer l'évolution de la façon de penser et de considérer la société. Si vous la pensez dans le monde du XXe siècle ou des débuts du XXIe siècle, nous n'arriverons pas à changer la société. Donc, il faut vraiment, du point de vue juridique, être assez disruptif aujourd'hui pour se dire qu'une autre façon de concevoir les choses est possible. Et donc, comme j'ai indiqué, mon intervention va porter avoir un double objet. Donc, d'abord, je vais vous dire quelques mots de certaines recherches que j'ai pu faire donc sur ces questions justement qui sont en lien avec la transition. Et surtout, dans un deuxième temps, je vous parlerai donc de mes activités de médiation scientifique. Donc, la ligne en fait de mes recherches depuis un certain nombre d'années, c'est la question de la concurrence ou de la complémentarité des acteurs pour gérer, réguler, anticiper la transition, ou en tout cas au moins l'accompagner. Donc concurrence, complémentarité de qui ? Ça peut être à la fois des acteurs nationaux, européens et internationaux. Voilà, moi je viens vraiment du droit de l'Union européenne. Ça a été le départ de mes réflexions. Donc concurrence, complémentarité entre les niveaux, mais aussi concurrence, complémentarité entre les types d'acteurs. Et surtout quand on dit ça, donc par exemple, je parle du pouvoir exécutif, je parle du pouvoir judiciaire, du pouvoir législatif, en effet, du pouvoir international quand on fait des traités, par exemple. Là, l'idée, c'est de s'interroger sur les conflits de légitimité et sur la concurrence, en fait, en termes de légitimité, qui aujourd'hui doit avoir le dernier mot, en fait, sur les questions de transition. Je simplifie, mais vous comprenez l'idée. Et donc, il y a 2-3 ans, donc j'ai achevé une recherche sur la question de savoir si le juge était une véritable voie au service de la protection de l'environnement. Donc, je vais aller très rapidement. Je vais pas vous donner tous les détails, mais en gros, quand vous faites une analyse juridique du fonctionnement de la justice, vous partez des règles, de procédures, vous analysez la jurisprudence pour savoir dans quelle mesure est-ce que, les questions de protection de l'environnement sont intégrées dans le raisonnement du juge, dans les argumentations des parties, et 2, est-ce que les règles qui président à l'organisation de la justice notamment, à la formation des juges et à je ne sais quoi encore, permettent véritablement de prendre en compte ces enjeux donc de protection de l'environnement. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que cette recherche en fait, elle est apparue, je l'ai développée à un moment donné où, vous le savez, parce qu'elles se font croissantes aujourd'hui, il y a vraiment une contestation très forte par certains de la position du juge dans la société. On parle aujourd'hui de gouvernement des juges et qu'en gros, dès que quelqu'un n'est pas content avec une décision de justice, ça y est, c'est le gouvernement des juges, c'est les juges qui concurrencent ici la démocratie et ils ne seraient pas légitimifiés. Donc en fait, mes recherches avec plein d'autres chercheurs dans ce domaine-là cherchent à montrer au contraire que le juge, en fait, globalement, lui se contente de rappeler à l'ordre les différentes autorités, les entreprises, etc., qu'il faut juste respecter le droit qui existe. Et vous savez, quand on est chercheur, en fait, en droit de l'environnement, la première chose qu'on ne préconise, la chose qu'on ne préconise jamais, c'est d'adopter une nouvelle législation. En fait, vraiment, le point de départ, c'est toujours de se dire, non, mais déjà, si on applique correctement, en fait, tout ce qui existe, vous allez avoir des foutues transformations de la société. Et en fait, les instruments sont déjà là. Donc après, en effet, il est intéressant de se demander, quels sont les blocages. Bon, là, je vous dis, il s'agit pas, vous n'avez pas besoin de faire des recherches de 10 ans pour comprendre où sont les blocages. Notamment quand vous étudiez le droit de l'Union européenne, quand vous voyez que vous avez un État membre comme la France qui supporte une certaine politique au niveau de l'Union européenne. Et 6 mois plus tard, quand il faut appliquer cette norme européenne au niveau national, dit c'est pas moi, c'est Bruxelles, quoi. Alors que vraiment, on va rien faire avec. Donc là, je lui dis, c'est pas une grosse recherche que vous devez faire, parce qu'en fait, ça se vérifie dans 90% des cas. Le cas du glyphosate est assez intéressant à cet égard, mais vous avez toujours cette schizophrénie en fait qui existe. Donc bref, ce qu'il faut, c'est ça, c'est vraiment se dire, en général, beaucoup de gens plaident ça. Arrêtez de proposer des textes. On pourrait revenir, par exemple, sur la proposition, et ça, c'est assez intéressant aussi,
sur la proposition de modification de l'article 1er de la Constitution. C'est une proposition qui est résultée de la Convention citoyenne pour le climat. Vous vous souvenez de cette Convention citoyenne qui est mise en place par Emmanuel Macron suite au mouvement des Gilets jaunes, en disant voilà, on va rendre la parole au peuple pour décider de ces questions-là. Là aussi, du point de vue de la transition, on pourrait parler de la crise évidemment des Gilets jaunes. Proposition, c'est modifier l'article 1er de la Constitution pour introduire l'objectif de protection de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique. Et en fait, quand vous avez cette proposition qui sort, j'ai envie de dire malheureusement pour le process de la Convention citoyenne pour le climat, vous avez 80% des juristes, des chercheurs en droit qui vous disent non, surtout pas en fait, n'allez pas faire cette modification de la Constitution. Et ça pourrait paraître une position conservatrice, rétrograde, etc. Et en fait, pas du tout. On a la charte de l'environnement, tout est déjà là. Appliquez correctement la charte et en fait, vous n'avez pas besoin d'aller modifier la Constitution. Et le droit n'est pas là, en fait, pour, satisfaire, flatter l'ego de prétendus greenwashers, quoi. En fait, le droit, il est là pour perdurer, pour exister. Et donc, c'est là-dessus qu'on réfléchit parfois. Donc, résultat rapidement de la recherche, on constate ce qu'on appelle une évolution de l'office du juge. Alors, l'office du juge, c'est un terme un peu technique, qui veut dire les pouvoirs du juge. Voilà, on est dans une société où les juges ont des pouvoirs, mais des pouvoirs juridiques, en fait, qui existent depuis une trentaine d'années. Et c'est vrai qu'en ce moment, le juge administratif, le juge constitutionnel, notamment, utilise à plein en fait ses pouvoirs pour justement rappeler, je le disais, les autorités notamment à l'ordre sur leurs obligations. Et donc là, vous avez toutes les discussions sur la place du pouvoir judiciaire dans la séparation des pouvoirs. Est-ce que le juge ne va pas trop loin? Est-ce qu'il ne s'immisce pas dans le pouvoir exécutif? Notamment, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces cas-là, mais dans des affaires, dans l'affaire de Grande-Synthe, donc qui est le premier arrêt de la justice climatique en fait, qui a été rendu en France, où là le juge dit, voilà, le refus du gouvernement de respecter les engagements pris au niveau de l'Union européenne constitue une carence, et donc il va falloir annuler les actes qui ne le respectent pas. Le juge prononce une injonction en fait à l'égard du gouvernement, donc une obligation d'adopter des actes pour satisfaire les objectifs. Ça, c'est un truc qui existe depuis 30 ans, en fait, dans le droit. Mais là, certains ont dit, ça y est, haro sur l'indépendance du pouvoir exécutif, haro sur la séparation des pouvoirs. Non, pas du tout, quoi, en fait. Le juge, il prend une décision, sa décision, elle est dotée, de l'autorité de chose jugée. Et donc, à ce moment-là, il fait juste un suivi qu'il ne faisait pas par ailleurs. Alors que beaucoup de juges européens, dans d'autres États européens, le font de manière extrêmement intéressante. Et donc, ce qui était surtout intéressant de voir, et ça a été dans d'autres recherches, et donc c'était le développement de ce qu'on appelle en France les contentieux stratégiques. Alors en fait, les contentieux stratégiques, l'exemple typique, c'est notre affaire à tous. Ok, c'est l'affaire qui a cherché à mettre à engager, la responsabilité. Alors, les formulations ici diffèrent. Dans les médias, c'est la responsabilité soit d'Emmanuel Macron, soit de la France. Non, c'est donc la responsabilité du gouvernement, en fait, juridiquement. C'est comme ça que ça se traduit. Mais là, on voit déjà dans la différence ou dans des différentes terminologies qui peuvent être employées, la portée réelle de cette idée ou l'idée qu'il y a justement derrière ce concept de contentieux stratégique, que l'idée n'est pas tant d'attendre le résultat qui est donné par le juge. En fait, dans un contentieux stratégique, on s'en fiche du résultat final. Ce qui est important, c'est de faire l'action en justice. Et c'est de faire monter la sauce autour de l'action en justice. Et alors, je pense que vous avez vu, quand on parle de ça, normalement, on pense un peu aux séries américaines qu'on a vues en matière judiciaire, quand vous avez des class action, par exemple, donc des personnes qui se mettent à 2000, 3000 ensemble pour intenter une action et pour faire évoluer le droit, en tout cas surtout pour obtenir une indemnisation. Donc, c'est un peu ce modèle-là, si vous voulez, c'est un peu la différence d'un intérêt général, d'un intérêt collectif, alors que traditionnellement, quand vous allez en justice, c'est pour trancher un litige individuel entre deux parties. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans ce système des contentieux stratégiques, c'est que vous pouvez utiliser un litige entre parties, entre deux personnes, ou entre une personne et l'État, par exemple, mais vous faites monter la sauce et vous lui donnez une dimension sociétale. Et en fait, ça a existé. Je vous donne un autre exemple qui n'a rien à voir avec les transitions, mais vous allez comprendre plus facilement. C'est par exemple le procès de Bobigny et la question du droit à l'avortement. Ok, procès de Bobigny, vous avez cette jeune femme qui est incriminée pénalement pour crime, puisqu'elle a commis un avortement, en tout cas elle s'est fait avorter. Et donc là, on fait monter la sauce.
Et on montre en fait que le droit n'est pas adéquat, quoi, pour répondre aux situations concrètes. Et à ce moment-là, quelques années plus tard, ça amorce, en tout cas, ça contribue à nourrir le mouvement de réforme législative qui existe. Et donc en fait, des exemples comme ça, il y en a plein. Et donc c'est ce qu'on a étudié avec on a coordonné ça avec une collègue, on a impliqué plein d'autres collègues de manière sectorielle, donc c'est pas juste en environnement, mais aussi dans plein d'autres domaines de la société, typiquement droit des étrangers par exemple, droit animalier, droit du sport, enfin vraiment c'est quelque chose qui est très diffusé. Donc là aussi c'est pas l'action, notre affaire à tous, c'est pas symptomatique de la transition quoi en fait. Non, c'est juste qu'on va mobiliser quelque chose d'existant au service en tout cas de ces enjeux de transition. Et donc, ce qui est intéressant, c'est, je vous le disais, c'est pas tant le résultat qui compte, parce qu'en fait, si vous regardez le résultat de notre affaire à tous, vous pouvez avoir deux niveaux de lecture ici. Le niveau de lecture de la société, et je vous rappelle que c'est ça le truc qui est recherché ici, c'est que la société s'en empare, c'est qu'on parle de l'action et qu'on essaye de faire en sorte que la société civile se mobilise. Donc, le résultat premier, c'est la responsabilité de la France est engagée. Je vous dis, Emmanuel Macron est condamné. Enfin, il y avait toutes ces formulations-là. Quand vous regardez, vous analysez cette affaire, en fait, cet arrêt d'un point de vue juridique, c'est peanuts, quoi. C'est non seulement peanuts, c'est vraiment, c'est d'un intérêt très limité. Et de deux, certains vous diront même que c'est contre-productif, en fait, pour la protection de l'environnement. Et ça, c'est très intéressant à étudier. Pourquoi c'est contre-productif? Je vais pas trop dans le détail. Vous avez un préjudice écologique qui est consacré, parce que, voilà, il y a un manquement aux obligations climatiques. Mais là, il est indemnisé à hauteur de 1 euro. Et là, les associations de protection de l'environnement, genre France Nature Environnement, on dit non mais attendez, là si vous commencez à nous dire que une atteinte aux objectifs de lutte contre le changement climatique, c'est 1 euro de préjudice, comment est-ce qu'on va réussir en fait à faire indemniser des préjudices, voilà, dus à des pollutions de l'eau, des espaces, etc. Et qu'en fait, ça va créer un précédent. Enfin, autant dire que déjà l'idée, c'était que le juge n'était pas très très chaud pour aller dans des indemnisations très élevées en cas de préjudice écologique, et que là, en fait, vous faites ça va à l'encontre des intérêts du droit de l'environnement. Mais je le disais, le but n'est pas de faire du droit en fait avec ces actions-là. Le but, c'est d'être dans le jeu politique et de faire entrer donc des questions, en tout cas de faire, que l'intérêt que la société s'intéresse donc à ces nouveaux enjeux. Mais donc c'est quand même assez intéressant parce qu'on voit que même s'il y a cette espèce de remise en cause constante de la justice, il y a quand même toujours cette figure que le juge, c'est le dernier rempart, quoi. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas été écouté auparavant dans des procédures de consultation, de participation ou autres, vous avez l'espoir d'être écouté devant le juge. Et en fait aussi parce que la justice, c'est un espace où vous avez une égalité entre les parties, et donc ça permet aussi de pallier certaines insuffisances. Voilà. Après, très rapidement, autre recherche, donc mes recherches actuelles, donc sur cette idée de complémentarité concurrence, c'est en gros de s'interroger si la démocratie représentative est une forme adéquate pour répondre aux transitions sociétales. Je ne cache pas que la réponse est plutôt négative, mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé d'autres solutions. Donc, pareil, on fait une approche sectorielle pour voir dans quelle mesure est-ce que la démocratie représentative est concurrencée, quels enjeux de légitimité, quels enjeux même en termes d'éducation, de formation des citoyens qui peuvent évidemment en résulter. Et donc actuellement, je travaille sur la question de la liberté académique au temps des transitions climatiques. Et donc ça peut résonner notamment avec ce qu'on entend aux États-Unis, en Amérique du Nord, suite à l'arrivée de Trump au pouvoir et des menaces qu'il y a sur la liberté académique. Mais en fait, du point de vue européen, si vous examinez les choses de manière un peu plus approfondie, j'ai envie de vous dire que la liberté académique, certes, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'à la fois, oui, les chercheurs qui travaillent sur ces questions de transition font l'objet de menaces, on le sait, font l'objet aussi d'intimidation, notamment les procédures bâillons, quoi. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler des procédures bâillons. C'est quand des procédures en justice sont intentées contre des chercheurs, plutôt par des multinationales, genre Total, puisque c'est des faits qui sont arrivés, pour diffamation. Donc pour propos diffamatoires. Donc en gros, on dit que Total participe au changement climatique, ce qui semble pas extrêmement diffamatoire puisque c'est quand même largement établi. Et en fait, ils attaquent en justice. Et donc en gros, Total sait très bien qu'ils n'ont aucune chance de gagner puisque en effet, ça n'est pas diffamatoire que de dire ça. Mais par contre, ils pourrissent la vie d'un chercheur pendant 4 ans ou 5 ans. Financièrement, psychologiquement, et donc c'est aussi la question de la protection des chercheurs dans ce contexte-là. Et nous, par exemple, on a 2 chercheurs en droit de l'environnement qui ont fait l'objet de ces attaques-là et qui ont été poursuivis par Total pour avoir fait une note de jurisprudence. Donc nous, à notre échelle, une note de jurisprudence, c'est vraiment, voilà, vous faites en effet l'explication d'une décision.
vous n'êtes pas en train de faire un essai philosophique, quoi, en fait, hein, en termes d'aura. C'est vraiment de l'information pour les différents acteurs. Voilà, il n'y a pas de portée politique à une note de jurisprudence. Hein, c'était un commentaire de la condamnation de Total par un juge en plus. Enfin, vraiment, il n'y avait aucune diffamation possible. Mais bon, là, ce sur quoi j'attire aussi l'attention des gens, c'est parfois de dire, OK, aujourd'hui quand même, à contrario, quand vous ne faites pas du changement climatique en recherche ou vous ne faites pas de l'intelligence artificielle, ben, je pense que votre liberté académique, elle est bien limitée en fait aujourd'hui, parce que finalement tous les financements sont fléchés en fait sur ces enjeux-là, et c'est quand même intéressant aussi de se dire, est-ce que finalement il n'y a pas, et je vais pas le contester, hein, moi je travaille sur les transitions, donc je crois à leur utilité sociale, mais quand même de pas juste aussi de pas s'auto-nourrir, voilà, ou s'auto-accabler, alors que bon, bah finalement peut-être que la problématique est plus large. Un mot donc très rapide sur les activités de médiation, et donc là c'était plus pour vous montrer ce qui est possible de faire et en fait ce que j'essaye de défendre comme idée. Donc notamment en fait depuis 1 an et demi je suis vice-présidente de l'université de Limoges en charge de la responsabilité sociétale, et donc on essaye de développer un programme d'action qui est sur la thématique culture et transition. Et donc l'idée en fait c'est d'utiliser les médias culturels, d'utiliser les leviers culturels, donc on l'a vu juste avant, comme outil à la fois ça de vulgarisation, on comprend que c'est le premier échelon, et comme outil de médiation scientifique. Et donc c'est quelque chose que voilà, j'ai eu quelques expériences sur ces questions-là. En fait, on part d'une série de constats. Enfin, quand vous êtes chercheur, et précisément aussi quand vous faites partie, enfin de l'autre côté, j'ai envie de dire de l'autre côté, quand vous êtes faire partie d'institutions, en fait, c'est que enfin globalement, les gens y croient à la nécessité, voilà, de faire circuler les résultats de la recherche vers les acteurs institutionnels, vers la société. OK, les chercheurs sont volontaires, les institutionnels de l'autre côté le sont. Mais alors, il y a une non-rencontre. Alors, je caricature un peu, évidemment, vous avez toujours des projets ponctuels où il y a des rencontres, mais en fait, souvent ça marche. Et si vous en connaissez, ben, réfléchissez à ça. Je pense que souvent ça marche parce qu'il y a une volonté personnelle, en fait, de construire ce type de relation-là. Sinon, du point de vue institutionnel, les choses ne sont pas du tout construites, en fait, pour que ça fonctionne. Alors, c'est vrai que l'argument qui est principalement invoqué ici, c'est qu'il y a un problème de temporalité. Il y a une différence de temporalité entre le chercheur qui va peut-être faire des recherches au moins sur 3 ans, 5 ans, s'il a un projet européen, voire 10 ans, 15 ans, une vie, et le décideur public qui, en général, quand il se demande ce que dit la science sur un sujet, c'est qu'il va devoir décider dans les 3 mois. Et donc ça, forcément, ça rend les choses un petit peu plus compliquées en termes d'interaction. Donc en fait, c'est finalement beaucoup de rendez-vous manqués par un défaut de culture et d'anticipation. Et quand je parle de défaut de culture, je dis c'est pas pour autant, c'est pas tout le temps un défaut de volonté, mais c'est plutôt un défaut de réflexe et d'avoir pu construire des continuums un peu sur cette question-là. Donc à la fois que les institutions soient conscientes qu'elles ont un pool de chercheurs à disposition, et de l'autre côté que les chercheurs soient conscients qu'ils peuvent être sollicités et qu'il faudra peut-être mettre en stand-by certaines de leurs recherches, peut-être pendant 3 semaines, 1 mois, pour répondre à la demande des institutions. Parce que là, on a réfléchi à beaucoup de choses. Hein. Par exemple, les chercheurs, ils peuvent avoir la pratique de faire ce qu'on appelle des policy briefs. Vous savez, c'est ces papiers de 2-3 pages qui résument des résultats de recherche. Ça, c'est intéressant. Mais en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est pas assez concrétisé. C'est-à-dire que vous pouvez faire une note sur les PFAS et la pollution de l'eau par les PFAS. Si vous n'avez pas en fait un chercheur qui vous dit précisément dans ce cadre-là, même s'il n'a pas fait une recherche sur ce terrain-là, en disant voilà les points de vigilance qu'il va falloir avoir à l'esprit, les facteurs qui vont les accentuer, les facteurs qui vont les freiner, etc., ça ne marche pas en fait. Ou en tout cas, c'est juste un élément de connaissance en disant il y a bien quelque chose à faire, mais bon du coup on va pas vraiment le faire. Et donc, surtout aussi, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre, en fait, d'avoir une réflexion aussi sur la place du chercheur, quoi, dans cette activité. Parce que, aujourd'hui, on entend beaucoup ce discours de, la décision publique n'est pas bonne. OK, mais c'est quoi une bonne décision publique, en fait? Et quand c'est un chercheur qui vous dit ça, c'est qu'en gros, on l'a pas écouté. OK. C'est une décision qui ne retranscrirait pas la science, qui ne se fonderait pas sur la science en l'état actuel des choses. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est pas ça, hein, la définition d'une bonne décision, hein. Une bonne décision publique, c'est une décision qui est apte à réguler la société à un temps T, et avec une petite projection quand même dans le futur, on peut l'espérer. OK. Mais c'est pas forcément une décision fondée sur la science. Et pourtant, je crois évidemment que l'argument scientifique est un argument de premier ordre. Mais ce qu'il faudrait réussir à faire aujourd'hui, en fait, c'est un peu ma conclusion, mais que je vous annonce maintenant, et c'est pas grave, c'est qu'en fait, il faut que à la fois chacun comprenne sa place, comprenne sa légitimité, et il s'agit pas du tout que les scientifiques se mettent en retrait,
Les scientifiques sont consultés, donnent leur position, qui n'est pas non plus forcément la position que veulent entendre les institutionnels. Alors j'ai comme ça un exemple. Il y a en Savoie l'Institut éco-citoyen du Mont Blanc, qui est vraiment un truc, une expérience très intéressante d'un institut donc qui est piloté au niveau régional et qui associe des chercheurs, des citoyens, et donc ils font de la recherche ensemble, quoi. Donc vraiment de la recherche-action. Donc dès la définition des questions de recherche, et donc vont intervenir sur tout un tas de sujets. Et donc là, les institutionnels ont consulté cet institut éco-citoyen. Ah ben voilà, quelles sont les causes de la pollution de l'air dans le bassin là autour de Grenoble? Bon, voilà, donc on a toujours envie de se dire, première intuition, c'est les industries, quoi. Vous avez un bassin industriel très développé, c'est les poids lourds qui passent. Bon, manque de bol, la réponse c'est en fait les cheminées individuelles. Et donc autant vous dire que quand en fait les élus ont eu cette proposition-là en fait à disposition, et qui donc il fallait s'attaquer à la remise en cause d'un modèle traditionnel, d'un cliché un peu traditionnel de la montagne, c'est un peu compliqué aussi, quoi. Donc là aussi, vous savez, c'est une espèce de réflexion, d'apprentissage mutuel de ce qu'on fait de la science, en fait. Quand on est élu, est-ce on est prêt à assumer de prendre une décision qui va à l'encontre, pas qui la nie évidemment, mais en tout cas qui mettra à l'écart l'argument scientifique et qui peut être justifié par des intérêts sociaux, culturels, etc. Moi, ce qui me semble le plus important, c'est que les gens se justifient en fait de leurs décisions pour qu'ensuite il y ait un contrôle démocratique en fait qui soit fait dessus, et les citoyens jugeront. Évidemment, c'est jamais simple parce qu'ils pensent souvent à court terme, mais bon. Donc je disais, l'idée c'est de s'interroger sur la mobilisation des outils culturels, et donc en fait ici l'idée c'est d'aller un peu, c'est de faire une proposition un peu différente du modèle habituel qui est la culture qui parle des transitions. Ça, vous avez plein d'artistes qui se sont emparés de ces questions-là. Là, l'idée c'est de prendre la culture ou l'outil culturel et de le mettre au milieu de la relation entre chercheurs et décideurs. Et en fait, de prendre la culture comme un média ou un outil de médiation entre les chercheurs et les décideurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'intérêt ici, quand vous passez par une œuvre culturelle, alors entendu en sens large, artistique, audiovisuel notamment, c'est que vous avez du concret. Vous avez quelque chose qui concrétise. Et que même si évidemment cette œuvre-là ne reflète pas complètement la recherche ou les positions ou les résultats de la recherche, c'est pas grave. Ça vous fait un support, quoi. Parce que la culture, c'est finalement quelque chose qui est assez diffusé et qu'on peut s'approprier assez facilement. Et donc, ça vous permet, en effet, de rentrer dans le concret. Et donc là où j'insiste vraiment, c'est que les processus que l'on essaye de mettre en place, que l'on a mis en place, c'est pas l'œuvre culturelle qui existe et le décideur s'en empare. Non, c'est vraiment, vous avez un triptyque, chercheurs, artistes et décideurs qui vont travailler, en fait, sur ces questions-là. Et donc, très rapidement, donc j'ai fait un premier projet, ça c'était lors d'un séjour de recherche en Argentine, sur la nature en ville. Bref, ça c'était une recherche légalo-photographique, tout un concept. Donc c'était en gros utiliser la photo comme élément en fait de sensibilisation sur le droit et sur le droit de l'environnement. Et donc là, un groupe avait été sollicité pour faire des photos de leur propre conception de la nature en ville. Et donc l'idée de ce projet, c'était de se demander comment est-ce que les normes construisent la vision qu'ont les individus de la nature en ville, et comment cette vision de la nature en ville n'est pas celle de la vraie nature, en tout cas de la biodiversité, dans des espaces plus sauvages, peut finalement exister. Donc en fait, on a édité un ouvrage avec des photos et des éléments de vulgarisation du droit. Donc ça, c'était plutôt un élément de vulgarisation du droit et pour nourrir l'esprit critique des habitants. Peut-être plus proche, nous avons développé à Limoges donc l'éco-ciné club. Qui est ouvert aux étudiants spécialement, évidemment aux membres de la communauté à l'extérieur aussi, si les gens le souhaitent. Donc l'idée, c'est que vous avez une séance de 2 heures, on visionne des extraits de films qui parlent d'un enjeu de transition. Donc vous voyez par exemple Dark Waters, vous voyez là l'image, c'est l'affiche de Petits Paysans, et donc sur des enjeux sociétaux, donc vous voyez au sens large. Et en fait, on diffuse certains extraits et ces extraits sont commentés par des chercheurs de l'université de Limoges. Et donc, en fait, il s'agit pas de dire, voilà, cette scène montre ça. Non, c'est cette scène parle de tel sujet et moi, je vais vous raconter des trucs sur ce sujet-là. C'est pas de faire comprendre le film à quelqu'un, ça, c'est bon. Enfin, l'idée, c'est que tout le monde peut se débrouiller par soi-même. Ou est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise la subjectivité, en fait, de la caméra, la subjectivité du réalisateur,
comme un peu un moyen à la fois de distance, mais aussi d'intermédiation entre le chercheur et le public. Je vous dis, vous voyez Petit Paysan, vous voyez bien l'agriculteur qui est face à la gestion de l'épidémie, de la pandémie, et donc vous aviez une chercheuse là en sémiotique qui vous explique comment les réseaux sociaux aujourd'hui construisent une pensée sur la question des transitions, sur la question animale, etc. Ou par exemple aussi, voilà, moi j'étais intervenue sur la question du statut juridique de l'animal et vous expliquez statut juridique, personnalité juridique, enfin toutes ces questions-là qui peuvent toucher l'animal. Et donc pareil sur Dark Waters, on avait eu intervention d'un chimiste sur évidemment la pollution de la pollution des eaux par le téflon, et donc un petit point PFAS. Une autre chercheuse en géographie de l'environnement qui avait parlé de la situation particulière de la Virginie occidentale, qui était la région dans laquelle se situait le film, et donc là aussi c'était une dimension humaine, et aussi le parallèle avec les actions en justice qui peuvent être faites dans ce cadre-là. Donc en fait, là, il s'agit vraiment de communiquer nos recherches dans une logique interdisciplinaire, et c'est quelque chose qui marche bien. Alors déjà, au sein d'une université, c'est dire, ah oui, tiens, un tel travaille sur ce sujet-là, merci, je viens de l'apprendre. Et de deux, là, par exemple, Petit Paysan, on a interagi avec des agriculteurs, en fait, sur cette question-là, et qui sont venus après nous solliciter pour échanger encore sur d'autres thèmes et travailler sur ces sujets-là. Donc voilà, pour créer en effet ces interactions. L'autre troisième projet dont je voulais vous parler, et c'est la fin ensuite, donc c'est un projet dont je fais partie depuis 2023, qui s'intitule Génération F, donc F pour futur, hein, bien entendu. Donc c'est un projet de théâtre, donc qui est porté par Léa Dante et Zelda Soussan, et donc qui vise à faire travailler des groupes de jeunes sur le futur. Alors l'idée, c'est d'avoir un groupe de jeunes de 8-10 personnes, enfin 7-8 personnes en résidence pendant 4-5 jours. Ils doivent en fait constituer une tribu, imaginer une tribu à différentes échelles de temps. C'est eux qui choisissent. Ça peut être 2100, 4500, 10800. Ça c'est comme on veut, quoi. Il y a pas, enfin, c'est eux qui décident. Et donc ils construisent leur propre modèle de tribu. Et donc l'idée après, c'est qu'il y a une représentation. Et l'idée le fil de la représentation, c'est cette tribu qui revient en 2025-2026 pour venir présenter les évolutions qui ont existé, les choix qui ont pu être faits dans le futur, et évidemment questionner le public. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été rodé. Enfin, elles ont travaillé dessus pendant 2 ans, et c'est quelque chose finalement qui fonctionne pas mal parce qu'on pourrait se dire bon, ok, donc en gros, ils vont nous dire bon, on a arrêté le nucléaire parce que ça a tué toute la société à un moment donné. Oui. C'est vrai, il y en a, enfin ils disent ça, les enfants, mais en fait après le public rebondit quoi, pas mal en fait là-dessus. Ah oui, mais ok, vous avez arrêté le nucléaire, mais alors comment vous faites pour ça? Évidemment, ils improvisent. Donc il s'agit pas ici juste de faire passer de la science parce que justement précisément pas, on leur a pas fait un cours de sciences du climat auparavant. On leur a vaguement fait une fresque du climat pour qu'ils comprennent le fonctionnement du dérèglement climatique. Mais c'est ça. Et surtout, en fait, moi, dans ce cadre-là, j'ai été sollicitée pour être dramaturge. Je ne savais pas ce qu'était être dramaturge avant cela. Et donc, en fait, dramaturge, vous tirez les ficelles du drame, quoi, en quelque sorte. Et donc, mon rôle, c'est au bout de 3 jours, quand ils ont travaillé 3 jours, je les retrouve et j'échange avec eux pendant à peu près 2 heures et je les questionne et je les challenge. Et en fait, le but ici de mon intervention, c'est de développer leur esprit critique, développer leur capacité au recul. Et là, je vous parle d'enfants à partir de 9-10 ans, hein, en fait. Hein, donc, il faut voilà les amener à réfléchir. Et donc là, mon aspect, enfin la valeur ajoutée d'avoir un chercheur en sciences sociales sur ces questions-là, c'est évidemment beaucoup de réfléchir aux questions de la démocratie, de la gouvernance. Voilà, vous dites alors le truc typique à chaque fois, ils suppriment les adultes. Hein, ça, c'est typique. Donc voilà. Alors comment vous décidez comme ça, ouais, mais quand vous n'êtes pas d'accord, bon, on l'exclut. Ah bon, très bien. Donc du coup, il est parti avec les bêtes qu'il mange parce qu'en fait, ils sont évidemment tous sur pilotis du fait de la montée des eaux. Donc c'est assez, enfin voilà. Donc le but, le spectacle ou le process s'adresse d'abord à la conscientisation des enfants, en fait. Évidemment, le public après. On amène certaines choses. Et donc, ce qui est assez intéressant dans ce projet, il a été assez loin, c'est qu'en fait, le Grand Nancy, donc la métropole du Grand Nancy, donc a accueilli ce projet pendant une semaine. Et après, les enfants ont été sollicités pendant une séance du Grand Nancy, donc avec tous les élus donc de l'agglo, pour justement présenter des projets pour le futur en fait du Grand Nancy.
Donc c'était dans un temps de réflexion sur comment on va développer Nancy dans les 30, 40, 50 prochaines années, avec quelle adaptation au changement climatique. Et donc en fait, ils ont fait intervenir ces enfants. Et donc là, ce qui était assez intéressant, c'est évidemment l'aspect, citoyenneté, conscientisation des enjeux. Et il y a eu quand même quelques trucs un peu, ils ont proposé des choses dans leur projet qui étaient notamment de mettre en place une cantine, une cuisine centrale pour alimenter tous les assurer en tout cas tous les besoins en alimentation de toute une partie de Nancy. Et finalement, ça c'est un projet qui est en train d'émerger en fait à Nancy. Donc je dis pas évidemment que sans les enfants, ils n'auraient jamais eu l'idée, c'est pas ça que je dis, mais c'est que c'est une autre façon de porter la voix démocratique et donc d'avoir intéressé finalement les citoyens à ces enjeux-là. Et donc nous, on le sait bien aussi, c'est quand même plutôt la jeunesse qui va porter les évolutions plutôt que le reste. Ouais, tout à fait. Et puis ça tombe bien parce que j'ai terminé, donc vraiment un timing impeccable. Donc vraiment, ce qui est intéressant, c'est, je crois, l'apport des sciences humaines et sociales sur ces questions de transition. Il a pas juste un but informatif, quoi. Ok, il permet en fait de dire ce qu'est la société à un moment M. Ok, mais en fait, il faut après s'emparer de ces recherches-là pour dire, est-ce que c'est vraiment dans ce sens-là que doit aller la société? C'est aussi s'arrêter pour comprendre certains rouages de la société. Et donc, je crois que c'est ici l'intérêt. De l'autre côté, il faut que les chercheurs en sciences humaines et sociales, je crois, s'engagent plus dans la prospective. C'est-à-dire qu'on est trop ce qu'on appelle positiviste, en fait, à s'appuyer sur l'état des lieux. Ça serait beaucoup dire, parce qu'évidemment, il y a une analyse qui existe. Mais je crois en fait que une des voies qui peut nous permettre de nous sortir de tout ça, c'est quand même de créer des scénarios, quoi, de créer des scénarios du possible, parce que si la population, vous lui dites que vous êtes au bord de la falaise, ils vont se dire soit on saute, soit foutu pour foutu, finalement on continue à tout pourrir. Et donc en fait, il faut qu'on arrive à construire ces scénarios du possible. Et donc, qui connaît mieux les rouages humains et les interactions sociales pour s'intégrer dans ce type de raisonnement-là. Et donc, moi, je crois beaucoup à ces relations, évidemment, entre science et société, avec chacun sa place, mais avec ce processus continu d'interaction, finalement, entre les différents acteurs. Et là, l'argument du scientifique militant, ça, moi, je n'y crois pas du tout, en fait. Et franchement, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Là, je veux dire, le message est extrêmement clair aujourd'hui. On a le droit d'avoir un point de vue, notamment en sciences humaines et sociales. On est très prompt à l'indiquer, mais moi j'indique toujours d'où je parle en fait. Et donc finalement, on fait tout à fait la différence entre la science et le point de vue, et il n'y a pas de difficulté là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.